Ibrahim Hamidou Dème. Monsieur Dème, bonjour et encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour, Baye Omar Gueye, c'est avec plaisir que j'ai accepté votre invitation. Merci. Alors, greffier en 1998, magistrat en 2005, vous êtes chargé d'enseignement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, secrétaire général adjoint de l'Union des magistrats sénégalais de 2009 à 2011, puis membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2016 à 2017. Pour ce qui est de la fonction, vous avez été juge puis substitut. Premier substitut au tribunal régional de Thiès, substitut du procureur général à la cour d'appel de Dakar, ça c'est la fonction. Vous avez décidé d'emprunter la politique. Oui, le 6 mai 2018, vous avez effectué votre entrée en politique, Ibrahim Hamidou Dème, autour du mouvement dénommé Ensemble, identité, enjeux, perspective. Pourquoi vous avez pris la décision d'entrer en politique? Baye Omar Gueye, c'est exactement le 6 mai que j'ai à Thiès inauguré le mouvement dénommé Ensemble. Mon entrée en politique est la suite du combat que je menais depuis des années, depuis une vingtaine d'années. Vous avez parlé tout à l'heure des différentes fonctions que j'ai exercées. J'ai d'abord exercé la fonction de greffier. J'ai été greffier en 1998. Je fais partie des 8 personnes qui ont mis en place en 1999 le comité de pilotage qui a créé le syndicat des travailleurs de la justice. Depuis lors, donc depuis une vingtaine d'années, je mène un combat à l'interne dans la justice en tant que greffier, puis plus tard en tant que magistrat pour l'indépendance de la justice. Mais avant votre entrée déjà dans la justice, vous avez une perception de la justice, laquelle? Ce que vous soulignez est très intéressant parce que j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas entré dans la magistrature comme les autres. J'ai beaucoup de collègues qui ont directement quitté l'université pour intégrer le corps de la magistrature. Moi, j'ai environné pendant 5 ans la magistrature en tant que greffier. J'ai environné la magistrature, j'ai regardé avec la distance du greffier qui, à son registre, sa plume, assiste le magistrat dans une position qui lui permet de lui aussi juger ce qui se passe, la manière dont les magistrats rendent la justice. Donc j'ai environné la magistrature, je connaissais un peu la magistrature avant de l'intégrer. C'est une expérience qui m'a permis d'avoir quelques notions du pouvoir judiciaire. Donc il n'y avait même pas de transition. Quand j'intégrais la magistrature, c'était un corps que je connaissais déjà. Que vous connaissez, mais qu'avez-vous découvert pour la quitter plus tard? Ce que j'ai découvert, ce sont les difficultés que tout observateur averti de la scène publique sénégalaise connaît, c'est-à-dire un fonctionnement de la justice qui donne l'impression que cette justice-là est sous pression. Ah oui? Que cette justice est sous pression et qu'elle n'est pas indépendante vis-à-vis surtout du pouvoir politique. Cette perception-là, je l'avais un peu avant d'intégrer parce que, vous savez, l'indépendance de la justice est une quête permanente. Même dans les pays où cette indépendance n'est pas sujette à caution, les magistrats continuent toujours ce combat. Il y avait des difficultés. Néanmoins, par amour pour cette fonction, j'ai intégré la magistrature. Et quand je l'ai intégré aussi, j'ai mené à l'interne des combats pour donc renforcer cette indépendance. Oui, mais dites-nous, justement, avec le recul, pouvez-vous nous décrire le degré d'aliénation du parquet, par exemple, face à l'exécutif? Le degré d'aliénation du parquet est assez symptomatique de cette perception-là que les observateurs ont de cette aliénation en quelque sorte de tout un corps. Mais ce qui est paradoxal, quand je dis tout un corps, c'est pas tous les membres du corps, mais parfois ce sont les membres les plus influents de ce corps-là. Je disais l'autre jour que sur un corps de 500 personnes, si on parvient à tenir une dizaine de personnes, une dizaine de postes, ce corps-là peut être pris en otage. Exemple, en termes d'illustration, on peut mettre en otage toute la justice sénégalaise en ne tenant que 5 à 10 postes.
Exemple. Vous savez, en tant que magistrat, il y avait des obligations professionnelles. La seule à laquelle j'ai renoncé, c'est l'obligation de réserve. Il y a d'autres obligations comme la délicatesse, d'autres obligations qui font véritablement non seulement la grandeur de la magistrature, mais la grandeur de tout homme. Moi, je pense que je ne vais pas citer, mais tout observateur averti perçoit, voit les postes, les personnes qui sont les plus en vue dans la justice sénégalaise. Et je dis que ces postes-là, si on les tient, on tient un peu la justice. Mais alors, est-il si profond, justement, ce malaise, que vous-même, vous avez justement décidé de quitter la magistrature? Ce malaise au point que cela explique et justifie votre départ de la magistrature. Mon départ de la magistrature dépend surtout de ce malaise, mais c'est à l'issue d'un combat, comme je vous l'ai dit. Donc, combat d'abord d'une dizaine d'années. J'ai été pendant 13 ans magistrat. Les 10 premières années, il y a eu un combat à l'interne. Ce combat à l'interne, on l'a mené au niveau de notre association professionnelle, l'Union des magistrats sénégalais. Et j'ai l'habitude de dire, et les magistrats, tous les magistrats le savent, je suis avec Aliou Niane, le magistrat qui s'est le plus battu à l'interne pour l'indépendance de la justice. Et à l'issue des 10 ans, c'était symbolique. En 2015, j'ai fait un article. J'ai fait un article que j'ai intitulé le Conseil supérieur de la magistrature, l'indispensable réforme. Dans cet article, j'expliquais que l'indépendance de la justice est intimement liée à l'aliénation de cet organe qui est chargé de garantir l'indépendance de la justice. Notamment le Conseil supérieur. En l'occurrence, le Conseil supérieur de la magistrature. Et là, j'ai fait cet article qui est sorti dans la presse, mais cet article n'a pas reçu l'écho favorable. Parce que dans cet article, je m'adressais aux différents corps sociaux, à l'opinion publique, en alertant, en disant, il se passe des choses qui sont très graves pour la démocratie sénégalaise, parce que la justice est le socle de la démocratie, et qu'il fallait donc essayer de résoudre ce problème-là en amont, parce que c'est par la désignation des magistrats qu'on parvient à influer sur les décisions judiciaires. J'ai fait un article de doctrine. Il y a eu plusieurs propositions, notamment l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature, non seulement aux membres du corps social, la société civile, l'université, le barreau, le Parlement, et pour le Parlement, l'opposition comme la mouvance du pouvoir. Y a-t-il des blocages à l'interne qui ont empêché justement d'arriver à cette réforme-là? Effectivement, il y a des blocages à l'interne et il y a aussi des... Vous les avez identifiés à quel niveau? Non, vous savez, il est évident que dans tout corps, il y a des appétits de carrière. Il y a des appétits de carrière, il y a des personnes qui sont prêtes à faire un certain nombre de choses par rapport au poste qu'ils ont. Et malheureusement, ces membres de ce corps-là ne font rien pour mériter la confiance qu'ils ont, donc remplir les obligations de leur fonction, donc être un magistrat honorable et digne, jugé en toute indépendance, et puisque la vocation parfois des hommes politiques est de garder le pouvoir, ces hommes politiques ont aussi intérêt à avoir ce genre de magistrats-là avec eux. Aujourd'hui, s'agit-il de l'échec d'un combat à l'intérieur? C'est pas une défaite. J'ai mené ce combat à l'interne. À partir de 2015, je me suis dit, je vais maintenant m'adresser à l'opinion publique. En 2016, des collègues m'ont demandé d'intégrer le Conseil supérieur de la magistrature, ce que j'ai accepté. Et à l'issue de 6 à 7 mois de combat aussi à l'interne, je me suis rendu compte que la perception que j'avais donc à l'externe était même une perception qui ne coïncidait pas à la gravité des atteintes qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis rendu compte que
c'est un organe qui était complètement au service de l'exécutif. Et là, j'ai décidé de démissionner de ce conseil supérieur. Et vous n'avez pas certainement quitté sur un coup de tête. Vous devez avoir mûrement réfléchi votre acte. Après le conseil supérieur de la magistrature, je suis resté presque pendant 13-14 mois pour observer la suite des événements. Mais la situation ne s'est pas améliorée. Ah oui. Et moi, j'avais déjà senti, en sortant du Conseil supérieur de la magistrature, que j'avais atteint les limites de ton combat. Les limites de mon combat. J'ai été membre de l'Union des magistrats, secrétaire général adjoint. Je me suis battu à l'interne. J'ai été membre du Conseil supérieur. Je me suis battu. Maintenant, j'ai atteint les limites. Mais vous n'avez pas été seul dans ce combat. Je n'ai pas été seul. Oui, il y a une bonne cohorte, justement, d'acteurs. Il y a une cohorte. Justement, mène le même combat, oui. Il y a l'Union des magistrats sénégalais qui mène. Mais vous savez, la manière dont on mène les combats est différente. En quoi? Une manière très différente. En quoi? C'est une manière très différente. L'Union des magistrats sénégalais veulent mener et qui vont mener les combats à l'interne. Je leur concède parce qu'ils le font et je crois qu'ils sont en train de faire des propositions, ils sont en train de se battre. Il y a d'autres qui pensent qu'ils pourront influer de l'extérieur. Parce que quand je suis sorti, quand j'ai fait ma lettre, j'ai dit que je sors de la magistrature, mais je n'abdique point. Donc je continuerai le combat à l'extérieur. Et le prolongement de ce combat-là, à mon sens, se trouve évidemment un combat politique. Dans un combat politique? Dans un combat politique. C'était pas prémédité? Prémédité, il faut voir cet itinéraire de 20 ans. Presque 20 ans. Si c'est prémédité, ça veut dire que j'ai attendu une vingtaine d'années. Encore, je n'ai pas souligné que quand d'être admis au concours de la magistrature, j'étais admis à l'ENA. Si j'avais un projet politique, j'aurais choisi de faire l'ENA et à ma sortie de faire la politique. Mais j'avais choisi un corps, pas faire la politique. J'aimais ce corps. Et ça, c'est le problème, c'est que je n'ai jamais sorti de la magistrature. Parce que, exactement, tout magistrat objectif pourra vous dire l'amour que j'avais et que je continue d'avoir de ce corps. Moi, je ne vois pas, oui. J'ai toujours à mes stagiaires que vous avez une fonction qui donne pratiquement tout. Vous avez pratiquement tout. Vous avez l'honneur, la dignité, vous avez un rang social et tout. Tout ce que les personnes qui essaient de voir les intérêts personnels peuvent voir dans les autres corps, peuvent se retrouver dans la magistrature. Maintenant, moi, je ne sais pas si je renonce à cette fonction prestigieuse. La magistrature, c'est une fonction prestigieuse, même plus prestigieuse que la fonction ministérielle. Je vous le dis, moi, j'ai toujours dit à mes stagiaires, dites-vous que ce que vous avez, même un ministre ne l'a pas. Quoi? Je vous donne l'exemple, par exemple. Quand j'étais membre du Conseil supérieur de la magistrature, j'avais un mandat de 4 ans. Personne ne pouvait donc me démettre de ce conseil-là. J'étais un élu, donc j'étais membre de ce conseil jusqu'à 2020. Même s'il arrivait qu'il y ait au cours du conseil des divergences avec le président de la République, je pouvais voter contre, je pouvais avoir des positions divergentes. Le président ne pouvait rien contre moi. Ce n'était pas le cas du ministre. Le ministre, s'il a des divergences avec le président de la République, le président en tire les conséquences. Lui-même, il démissionne ou le président le démissionne. Mais alors, nous avions le même rang parce que c'est une instance qui est prévue par la Constitution comme le Conseil des ministres. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'on peut rechercher un prestige, encore que ce prestige devient conditionnel. Parce que moi, je suis issu de la méritocratie, comme beaucoup. Comme les magistrats, comme les énarques et autres, on a fait des concours. On a étudié, on a fait des concours, on a été admis, on a fait une formation pour mériter d'être ce que nous étions. Maintenant, dans le champ politique, c'est une toute autre réalité. Oui, mais là, justement, dans le Conseil supérieur de la magistrature, vous avez toutes les prérogatives de pouvoir mener le combat à l'interne. Vous pouvez dire non quand il faut dire non, oui quand il faut dire oui. Quel a été véritablement le problème alors? Mais le problème, si vous vous rappelez, le problème entre 2016 et 2017, c'était que le Conseil ne se tenait plus. À la place des réunions du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice
procédé à ce qu'on appelait les consultations à domicile. Oui. Donc, c'était un détournement. Mais c'est prévu par la loi. Ce n'était pas prévu par la loi. Ah oui? Ce n'était pas d'abord prévu par la loi. C'était prévu par la loi après, parce que les premières consultations à domicile du mois de septembre au mois de novembre, les 3 premières consultations n'étaient pas prévues par la loi. C'est au mois de novembre qu'il y a eu une réforme qui a prévu. Mais je disais que les consultations à domicile ne sont pas prévues pour la nomination des magistrats. C'était prévu pour des actes isolés, mise en position de stage, pour d'autres actes qui n'ont aucun rapport avec la nomination des magistrats, mais je me suis rendu compte qu'on a nommé même des fonctions aussi prestigieuses que celles de procureur général d'une cour d'appel par la procédure de consultation à domicile, qui n'est pas de nature à garantir véritablement la transparence dans la désignation et dans l'affectation des magistrats. Quand je me suis rendu compte que j'étais dans une instance qui ne remplissait plus son rôle, parce que mon rôle était de voir, de surveiller, de voir est-ce que le statut de la magistrature était bien appliqué dans cette instance. Est-ce qu'il y avait la transparence dans la désignation de mes collègues? Ce sont les collègues qui avaient confiance en moi pour que je les représente là-bas. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas remplir mon rôle. Et là, j'ai rendu le tablier, j'ai démissionné. Mais vous savez, au-delà de tout, il y a chaque fois des symboles. Ça veut dire on démissionne parce qu'on pense que la démission peut entraîner, peut véritablement changer l'ordre des choses. Ça n'a pas été le cas. Pour quelques mois après, mais on a renoncé à la procédure de consultation à domicile, certes pour la nomination des magistrats, mais pour la question essentielle de l'indépendance de la justice, tous les observateurs avertis se sont rendus compte qu'au cours de l'année 2017, la justice a reçu des atteintes extrêmement graves à son indépendance. Exemple. Mais on a vu les procès qui sont des procès politiques qui se sont passés ici, le procès de Khalifa Sall et d'autres, dans lesquels tout le monde a vu la posture de la justice. Mais cette coïncidence avec votre départ, justement dans le contexte du procès de Khalifa Sall, qu'avez-vous retenu? Il y avait quelque chose qui vous a incité à partir ou qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il un lien? Un lien, bon, je ne sais pas. Moi, dans mon entendement, il fallait attendre parce que je crois que quand je suis sorti du Conseil supérieur de la magistrature, M. Khalifa Sall n'était pas encore arrêté. Je me disais que je devais attendre pour voir. C'était une première étape. Les changements voulus n'ont pas été au rendez-vous. Je crois que la justice ne s'est pas portée mieux, en tout cas. Par rapport à sa marche, je ne parle pas seulement de ce procès-là. Ça veut dire l'indépendance de la justice en général. Je crois qu'il y avait un acharnement qui ne se justifiait pas. Et c'était aussi pas seulement ce procès-là. Les observateurs ont vu, donc, à travers d'autres affaires, donc la manière dont la justice fonctionnait et qui ne donnait pas l'impression qu'elle était indépendante et qui ne donnait pas confiance aux justiciables. C'est là le gros problème. C'est là le gros problème. Le justiciable sénégalais, la question qu'on doit se poser, c'est la manière dont la justice sénégalaise fonctionne ces dernières années. Est-ce qu'elle donne confiance aux justiciables? Là, vous êtes au niveau de la perception ou de la réalité des faits? Perception, c'est intéressant parce que la justice doit être rendue de sorte que le justiciable puisse avoir totale confiance, qu'il ne doute pas de l'impartialité ou de l'indépendance des personnes qui sont chargées. Avez-vous un modèle, une référence avant d'entrer ou durant justement votre exercice dans la magistrature? Il y a actuellement, je vous le dis, et ça peut paraître paradoxal, il y a des magistrats extraordinaires. Comme qui? Je ne vais pas, sinon je risque de citer des dizaines de personnes. Vous voyez, des personnes qui remplissent les devoirs de leur État de manière impartiale, de manière professionnelle, de manière à véritablement remplir
les différentes obligations. Les modèles que nous avions, c'est avant d'intégrer le corps. Oui. Les Kéba Mbaye qui étaient là, les Hassan Bassirou Diouf. Hein? Ce sont des magistrats qui en imposaient, qui vous donnaient envie d'exercer cette prestigieuse fonction. Il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres, Ousmane Goundiam, qui ont véritablement fait aimer ce corps-là. Mais malheureusement, et ça il faut que je le souligne, récemment, les modèles, si nous voulons en trouver dans la haute hiérarchie judiciaire, moi, malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Ah oui? Je n'en ai pas trouvé des magistrats qui s'imposent, de hauts magistrats qui s'imposent, comme on le voit en France. En France, récemment, vous voyez, le président de la République Hollande, lors de sa dernière année de présidence, il y a un ouvrage qui est sorti et dans lequel on a dit que le président avait tenu des propos malveillants vis-à-vis du corps de la magistrature. Et quand cet ouvrage est sorti, le lendemain, le premier président et le procureur général de la Cour de cassation, habillés de leur toge, sont venus rendre visite au président de la République. Ils ont demandé à ce que les propos qui sont contenus dans cet ouvrage soient infirmés ou soit à tout le moins rejeté par le président de la République. Et le président Hollande a, dans un communiqué qu'il a fait le même jour, dit tous ses regrets. Il s'est excusé parce que il estime que ses propos ont été très mal rapportés par les journalistes. Donc ça, ce modèle-là, nous voulons l'avoir. On a vu ici des ministres qui ont eu des comportements inappropriés, pour ne pas dire plus, vis-à-vis des magistrats de la Cour des comptes. Après, c'était le silence radio, aucun. Et ça vous a fait mal? Ça nous fait mal, ça fait mal. Et c'est un corps dans lequel il y a cette culture d'indépendance. Le magistrat n'existe que s'il est indépendant. Sa dignité et son honneur n'existent que s'il est indépendant. Ou si les citoyens perçoivent à travers les actes qu'il pose que c'est une personne qui remplit les obligations de sa vie. Vous ne regrettez pas de l'avoir quitté? Je ne regrette pas, J'aime ce corps, je l'aimerai toujours. C'est le corps que j'aime le plus, mais je ne regrette pas parce que je pense qu'on peut parfois faire des sacrifices pour l'amour, parce que même si j'aime ce corps, je pense qu'on doit aimer son pays plus que toute autre chose. Maintenant, je crois qu'on doit être prêt à faire certains sacrifices. Oui, en toute responsabilité, maintenant que vous êtes dans la politique. Mais justement, aujourd'hui, quelle proposition, Ibrahim Hamidou Dème, avez-vous justement à donner aux Sénégalais en termes de pistes de solutions, justement, à livrer aux Sénégalais? Vous savez, l'indépendance de la justice, il faut d'abord la traiter en amont. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'article que j'avais fait en 2015, s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature, l'indispensable réforme. Avant de faire cet article, je m'étais rendu compte que le problème de l'indépendance était étroitement lié à la manière dont sont désignés ou sont affectés les magistrats. Je vous ai dit tout à l'heure que si on tient un certain nombre de postes, on prend en otage toute la justice. Maintenant, il s'est agi de savoir quelles sont les réformes qu'on doit faire pour que la désignation des magistrats se fasse dans la plus grande transparence. Et là, en m'inspirant d'autres systèmes, mais aussi de notre vécu ici, j'ai proposé l'ouverture du Conseil. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature n'est composé que de l'exécutif et des magistrats. Président de la République, ministre de la Justice. Mais dans les dernières propositions, ça a été le cas de l'ouvrir à d'autres corps. Oui, moi, d'autres peut-être l'ont fait. Je crois Maître Mam Adama Gueye l'avait fait en tant que bâtonnier. L'innovation, c'était de mettre l'accent sur les membres du corps social, société civile. Bon, le Parlement aussi. Un député de l'opposition, un député de la mouvance présidentielle,
Et j'avais même proposé dans cet article le représentant du syndicat le plus représentatif. Donc, des membres du corps social qui, avec les magistrats et l'exécutif. Parce que dans cet article, justement, c'était un peu le paradoxe. Je n'avais pas proposé la sortie de l'exécutif dans le Conseil supérieur. Ah oui? Oui. Parce que quand on est... je suis toujours dans cette logique d'ouverture. Quand on est dans une logique d'ouverture, on n'exclut personne. J'estime que l'exécutif peut avoir sa place dans le Conseil supérieur. Mais, tout en prenant des dispositions pour que l'exécutif ne puisse pas influer sur les décisions. J'avais justement demandé pour le fonctionnement que la prérogative qui revenait au ministère de la Justice de faire des propositions de nomination lui soit enlevée et qu'il y ait un secrétariat général dirigé par un magistrat et que ce secrétariat général gère donc ces propositions de nomination. Parce que justement, le président de la République pouvait rester le président du Conseil supérieur. Comme le garde des Sceaux, ça ne vous gêne pas? Comme le garde des Sceaux, ça ne vous gêne pas? Ça ne gêne pas. Parce que quand on est dans une logique d'ouverture, aussi bien l'exécutif, le législatif, le judiciaire, comme tous les autres corps sociaux peuvent être présents. Parce que la justice, c'est l'affaire de tous. La justice, par exemple, on va vers des élections, sûrement les candidats feront des propositions par rapport à l'indépendance de la justice. Et ces personnes-là qui veulent changer les politiques par rapport au fonctionnement de la justice peuvent se retrouver donc dans ces instances. Mais je dis, il est important que dans le fonctionnement, qu'il n'y ait pas de prérogative, qu'il n'y ait pas de possibilité pour l'exécutif d'influer. Et comment équilibrer les forces à l'intérieur? C'est un vote. C'est un vote. Les Sénégalais ne perçoivent pas qu'au sein du Conseil supérieur de la magistrature, le président n'a qu'une seule voix. C'est le cas? C'est le cas. Et cette voix, elle n'est pas prépondérante? Cette voix n'est prépondérante que lorsqu'il y a égalité sur les voix. Vous voyez, les Sénégalais ne le perçoivent pas. Parce que le problème, c'est avant. C'est lors de la préparation des nominations. Ces nominations sont préparées par le garde des Sceaux qui propose... Donc tout le problème, c'est en amont? C'est en amont. C'est en amont. Et maintenant, aussi, il y a un problème parce que les hauts magistrats sont surreprésentés au niveau de cette instance et ils ne semblent pas jouer véritablement leur rôle. Parce que les membres élus se battent. Actuellement, l'actuel président de l'UMS est aussi membre élu, il se bat comme les autres. Mais cette bataille-là, s'ils sont 2 contre 15 autres magistrats qui ne jouent pas le jeu, je crois qu'il sera extrêmement difficile d'avoir quelque chose. Extrêmement difficile d'avoir quelque chose. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Ibrahima Hamidou Dème. Il est maintenant politique avec le mouvement Ensemble. Avant de revenir sur la politique Ibrahima Hamidou Dème, justement, l'une des tares dans les revendications, ce sont les droits sociaux et économiques. En termes d'illustration, le problème de l'eau, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Ces droits économiques et sociaux, pourquoi justement sont-ils devenus aussi problématiques au Sénégal? C'est un paradoxe, Baye Omar Gueye. Ces droits économiques et sociaux sont des droits vitaux. L'eau, vous avez parlé de l'eau, vous avez parlé de l'éducation, mais vous n'avez pas parlé de l'alimentation. Ah oui? Oui. Mais j'ai même été surpris, Baye Omar Gueye, quand j'ai vu que l'information qui a été livrée par le Programme alimentaire mondial la semaine passée, le PAM, il y a une dizaine de jours, ne soit pas relayé, exploité par la presse. Ah quand oui? on dit que 750 000 Sénégalais sont menacés de famine, 750 000. Je crois que c'est une information quand même qui est extrêmement grave. On ne peut pas dire que c'est l'opposition qui l'a dit ou une autre. C'est le programme alimentaire mondial, mais de concert avec l'UNICEF. De concert avec l'UNICEF. Oui. Vous voyez, donc, ça démontre que le Sénégal a faim. Oui, le problème le Sénégal a faim. Le Sénégal a Il y a un problème à ce niveau. Il y a des problèmes d'éducation. Donc, ce sont des besoins vitaux. Oui. Et le paradoxe, c'est qu'on nous parle d'émergence actuellement. On nous parle de terres qui coûtent plus de 1000 milliards.
On nous dit que la croissance est à plus de 6% et qu'on va continuer dans cette dynamique, alors que au sein de notre population, il y a près d'1 million de personnes qui ont faim ou qui sont menacées par la famine, qui ont aussi soif. Ça veut dire ces besoins vitaux qu'on doit régler. Donc, naturellement, il y a un problème de priorité. On doit se poser la question de savoir quelle est la priorité de nos autorités publiques. Pourquoi nous parle-t-on de grands projets, d'émergence, de terre, alors que des besoins vitaux comme l'eau, l'alimentation, comme la santé, l'éducation, ces problèmes qui sont des questions primaires ne sont pas encore réglés. Moi, je pense qu'il y a un véritable problème de vision et de gouvernance par rapport à ces questions-là. Donc, c'est un paradoxe. Et je crois que le problème de l'eau nous ramène à notre situation de pays pauvre. On se rend compte qu'on est toujours un pays pauvre et que la voie de l'émergence est encore parchemin d'embûches. Mais c'est quoi? C'est manquer de vision que justement qu'on en est là à cette pénurie d'eau. Qu'est-ce qui se passe finalement? Oui, mais c'est un problème de vision, un problème de cohérence dans les politiques publiques. Moi, je vois mal comment est-ce qu'on peut donc investir des centaines de milliards dans de grands projets qui n'ont pas un impact immédiat sur les populations, alors qu'il y a des besoins primaires qui ne sont pas satisfaits. Donc, mais il faut commencer par les priorités. Les priorités aujourd'hui, les priorités, c'est quoi? C'est l'eau salubre, suffisante, accessible à tous les Sénégalais et à un prix raisonnable. Une alimentation. Mais vous avez parcouru le Sénégal. Quand vous rencontrez les Sénégalais, de l'intérieur surtout, justement, comment les avez-vous trouvés aujourd'hui? En rapport justement avec ce que vous avez décrit. Je trouve des populations qui sont dans une grande détresse. Je l'avais dit dans ma lettre. Et il y a un ami qui est proche du pouvoir qui m'a dit que c'était excessif. Il m'avait dit que c'était excessif. Et ce que j'ai vu, même dans la commune de Thiès, des zones dans lesquelles ces populations-là ne sentent pas qu'ils fassent partie de ce pays, donc que les richesses dont on nous parle sont distribuées et sont accessibles, qui n'ont ni eau, ni électricité. Dans la commune, je vous parle de la commune. Le quartier Tchapon est dans la commune de Thiès, c'est à 10 minutes du centre-ville. Les populations, la plupart des populations qui sont là-bas n'ont ni eau, ni électricité. Et c'est le cas de beaucoup d'autres quartiers qui sont périphériques, certes, mais qui sont dans la commune. Je ne parle pas des populations qui se trouvent dans les zones rurales. La priorité d'un gouvernement, c'est d'abord. Moi, je trouve que avant de parler d'émergence, on doit résoudre ce problème d'accessibilité de l'eau. Dans toutes les zones du pays, dans les hameaux les plus reculés, à défaut d'avoir des forages, on met des puits, on met des cases de santé, des structures sanitaires partout où il y a des Sénégalais. On construit des pistes rurales, partout, des pistes pour que les populations puissent aller et venir. Y a-t-il une violation des droits des Sénégalais par rapport justement à ce que vous avez appelé justement les priorités, l'eau, l'électricité, la santé? Mais vous savez, j'enseigne à l'université les droits de l'homme. On appelle ces droits économiques sociaux des droits créances. Droits créances, parce qu'il y a un créancier. Créance, c'est celui qui doit à quelqu'un, c'est l'État. C'est donc l'État qui doit. Et en face, il y a des débiteurs. Ce sont les populations. Et ces populations-là sont en droit de réclamer leurs droits. Parce que l'État est débiteur de ces droits-là. L'État doit donner à toutes les populations du Sénégal ces services qui sont les services les plus vitaux et les plus primaires pour la survie. C'est pour une question même de survie. Et l'autre parlait d'éléments donc utiles et nécessaires. Utile et nécessaire, comme Jean vous le dites. Ponte à Emmanuel Kant. Mais alors, pour poursuivre avec justement notre invité Ibrahima Hamidou Dème, un autre sujet, l'autoroute à péage. Oui, l'autoroute à péage est devenue un boulevard de la mort.
Et cela, en plus de son caractère onéreux à la fois pour l'État et les usagers, pour vous, a-t-on finalement mal négocié justement ces contrats, ces concessions? Mais le problème actuellement, c'est de ne pas... Vous l'avez emprunté, l'autoroute aussi. à péage, en venant, parce que Ouais. puisque vous avez quitté Thiès pour venir. Oui, Oui, justement. mais Oui. c'est pas... la question n'est plus d'avoir mal négocié, parce que tous les Sénégalais constatent le coût élevé donc, de cette autoroute, le fait que cette autoroute ne soit pas éclairée et tout, ça c'est un constat. Ça veut dire que le prix n'est pas en adéquation avec les services qui sont offerts par cette entreprise qui gère l'autoroute. C'est de voir maintenant comment faire pour changer la donne. Oui, comment faire pour y remédier? Comment faire, c'est de revoir Ces accords? ces accords. Oui, c'est de la même manière que justement la gestion des ressources donc du gaz et du pétrole. De ce point de vue, l'appel a été lancé par le chef de l'État par rapport à cet appel. Êtes-vous partant? Actuellement, je suis dans un cadre, ce cadre s'appelle l'opposition. Moi, je pense que pour ces invités-là, j'attends la réaction des autres membres donc, de l'opposition, parce qu'il faut avoir une démarche concertée avec les autres membres de l'opposition. Mais ce que je constate malheureusement, c'est que les autorités sont chaque fois dans la posture de réaction. Ils réagissent par rapport à un événement donné. Je ne vois pas pourquoi, dès le départ, puisque c'était dans leur programme de gouvernance, ils n'avaient pas bien négocié ces contrats-là. On attend qu'il y ait des problèmes. Pour l'autoroute, on attend qu'il y ait des morts pour que le gouvernement réagisse. On ne doit pas, quand on gère un pays, être dans cette posture de réagir. Il faut proagir. Il y a peut-être une rupture de confiance. De toutes les manières, j'aurais mon avis si les figures de l'opposition se réunissaient pour parler de ce problème-là. J'aurais un avis et je crois que les autorités publiques doivent tout faire pour qu'il y ait une cohérence dans leur démarche. Oui, une cohérence dans leur démarche, cela nous permet justement de parler de cette décision du Conseil constitutionnel. Vous avez suivi l'actualité justement suite au recours en annulation de la loi sur le parrainage. Alors, justement, le Conseil s'est déclaré incompétent. Ibrahim Hamidou Dème, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une décision qui ne surprend pas, malheureusement. Malheureusement, ce qui aurait surpris les Sénégalais, c'est de voir le Conseil constitutionnel accueillir favorablement la requête de l'opposition, parce qu'elle ne nous a pas, ce Conseil qui ne nous a pas habitués à ces décisions-là. Je pense que depuis 2001, si mes souvenirs sont exacts, avec la décision historique qui a été rendue par le Conseil constitutionnel sur l'image de l'ancien président sur les listes législatives de son parti, depuis lors, on n'a pas vu le Conseil constitutionnel rendre des décisions qui vont dans le sens de renforcer la démocratie. C'est un problème. Moi, j'ai dit hier à un ami qu'à part le contentieux électoral, on ne voit pas le rôle du Conseil constitutionnel. Ah oui? Est-ce que depuis 6 ans, le Conseil constitutionnel, en dehors du contentieux électoral, a rendu des décisions qui vont dans le sens de renforcer la démocratie sénégalaise? Il n'y en a pratiquement pas. Donc, en conclusion? En conclusion, l'utilité, parce que ces instances, ces juridictions doivent d'abord montrer leur utilité, doivent remplir leur rôle. Le Conseil constitutionnel est le gardien de la Constitution. Le Conseil constitutionnel est l'instance qui contrôle la constitutionnalité des lois. Si cette instance essaie de voir son rôle par rapport à la lettre de la loi, en disant toujours qu'il n'a pas vu le Conseil constitutionnel dans les dispositions de la Constitution, des dispositions qui peuvent lui permettre de se prononcer, moi je pense que sincèrement que c'est ignorer totalement le rôle qui est le sien dans notre démocratie. Parce qu'exactement, il faut voir, si on va un peu plus loin, que l'existence des conseils constitutionnels dans
les différents pays est consécutive à la décision rendue par la Cour suprême des États-Unis par un juge qui, en 1803, a estimé que cette juridiction-là devait contrôler la constitutionnalité des lois. Je veux simplement dire que le Conseil constitutionnel doit savoir que son rôle, c'est de renforcer la démocratie sénégalaise. C'est de faire preuve de jurisprudence. Et on ne peut pas faire preuve de jurisprudence si on a toujours une lecture littérale de la loi. J'évoquais quand j'étais magistrat du parquet une belle phrase d'Anatole France qui disait que la loi est morte, le magistrat est vivant, c'est l'avantage qu'il a sur elle. Donc c'est au magistrat de voir la loi, même parfois dans ses silences, même parfois dans ses limites, au regard de l'intérêt général, essayer d'interpréter la loi dans le sens qui va dans l'avancée donc des libertés dans notre pays. Alors aujourd'hui, beaucoup, mais justement de ce point de vue, parlent de réformer le Conseil en une cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce besoin de réformer? La dénomination, pour moi, n'est pas importante. Que ce soit conseil ou cour, c'est une question de dénomination. Ce qui est important, c'est d'abord de voir, comme je l'ai dit avec le Conseil supérieur, en amont, la désignation des membres du Conseil constitutionnel. Donc c'est une question d'homme finalement. C'est une question d'homme, mais surtout de désignation. Quelle est l'instance? Si le président de la République continue de désigner tous les membres du Conseil constitutionnel, il est très probable que ces membres-là ne s'affranchissent pas véritablement de cette autorité de nomination. Alors que, à côté, parce que nous n'avons pas l'impression que beaucoup de pays ont beaucoup d'avancées en matière démocratique à côté de nous, le Niger a un Conseil constitutionnel qui est composé de 7 membres. Le président de la République ne désigne qu'un membre. Le Parlement désigne un membre, la société civile un membre, le barreau un membre, le Conseil supérieur de la magistrature désigne les autres membres. Vous voyez, donc, ce sont des membres du Conseil constitutionnel qui, de par leur nomination, ont véritablement toute la légitimité pour exercer leurs prérogatives en toute indépendance. Je crois qu'on doit aller dans ce sens. On doit revoir le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel. Et après, vous savez, après les prérogatives, c'est une question de fonctionnement. Et là, si les membres sont indépendants, je crois qu'ils vont véritablement remplir leur rôle en toute indépendance. Alors, ensemble, c'est le mouvement. Aujourd'hui, la vie politique est animée. Vous êtes proche de quelle coalition aujourd'hui? Vous êtes dans l'opposition, mais on a vu que, justement, il y a la construction des alliances. Pour avoir une idée? On a préféré faire un mouvement politique pour aller au-delà des considérations partisanes et des clivages politiques. Je pense que... Quelle est votre identité? Si l'intérêt du Sénégal est notre préoccupation, reconstruire ce pays, le développer, je pense qu'on ne doit pas être dans ces clivages-là. Donc on a dit ensemble. Ensemble, c'est pratiquement tous les Sénégalais de toutes les régions, de toutes les obédiences, de toutes les sensibilités, parce qu'on ne peut pas construire quelque chose de durable si tous les citoyens ne sont pas concernés. Donc c'est pourquoi on a dit ensemble. Du moins, je constate qu'on était dans ce phénomène partisan, dans ce phénomène de clivage qui n'encourageait pas véritablement une gestion concertée avec les meilleurs fils. Parce que si on veut prendre les meilleurs partout, travailler avec les meilleurs par rapport à des critères très objectifs, je crois qu'on ne doit pas être dans les clivages. Parce que le passé nous a démontré
largement que le problème parfois du pays, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans des partis qui gèrent ce pays et qui ont ces réflexes partisans-là. Et le bilan de Macky Sall, que retenir? Retenir, moi je pense, j'ai rencontré des Sénégalais qui sont extrêmement déçus parce qu'il y avait quand même beaucoup de promesses, il y avait beaucoup d'espoir par rapport à cette nouvelle gouvernance, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de véritable changement. Il n'y avait pas de véritable changement. On le constate par rapport aux libertés publiques. On s'en rend compte. Maintenant, il n'y a plus de manifestations. Par rapport à l'accès aux médias d'État, aux médias de services publics, actuellement, vous ne pouvez voir aucun membre de l'opposition avoir une ouverture par rapport aux médias d'État. Moi, je parle par rapport à la situation même de 2011. On voyait à la RTS des figures de l'opposition venir dans des émissions politiques, mais maintenant, c'est une affaire de parti. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une affaire de parti, une affaire de camp, donc qui exclut d'autres Sénégalais contribuables. Moi, je pense que par rapport aussi à la gestion vertueuse des ressources publiques, là aussi c'est une grande déception. On a vu tous les scandales qu'il y a eu dans la gestion des ressources naturelles, donc dans le fonctionnement de la justice. On se rend donc compte que véritablement c'est une grande déception par rapport aux espoirs qui ont été fondés sur... Et dans votre discours, vous demandez aux Sénégalais justement d'emprunter d'autres formes de lutte, de ne pas répondre la violence par la violence, d'emprunter d'autres voies. Pour retenir quoi? Vous savez, Baye Oumar Gueye, l'année 2011, je crois que les Sénégalais ne l'ont pas oublié. Pendant cette année, plus d'une dizaine de jeunes Sénégalais ont trouvé la mort pour le changement. Et ces sacrifices-là, qu'est-ce qui en a bénéficié? Qu'est-ce qu'il en a fait? Il faut donc, pour moi, la marche vers le pouvoir, la conquête du pouvoir, ne doit pas donner lieu à des sacrifices humains. Ça veut dire que des vies soient sacrifiées rien que pour accéder au pouvoir ou rien que pour conserver le pouvoir. On voit en face qu'on est prêt à tout pour conserver le pouvoir. Maintenant, si on n'est pas prudent, de l'autre côté, si aussi on est prêt à tout pour le changement, ce sont des Sénégalais qui risquent d'être sacrifiés. Je ne dis pas qu'on ne doit pas, avec courage, donc nous opposer à ce qui se passe ici. Mais je ne pense pas que la confrontation physique puisse régler le problème. On peut continuer à donc faire des demandes de manifestation. Chaque semaine, par exemple, chaque semaine faire des demandes. Chaque semaine. Mettre la pression. Et mettre la pression sur le gouvernement. En cas de refus, continuer à mettre à l'épreuve la justice. Faire des requêtes. Même que tout manifestation vous êtes disposé, vous êtes prêt à ce niveau à accompagner toute initiative? Toute initiative. Vous savez, on nous a dit en 2016 oui, qu'il y avait une réforme sur la Cour suprême et que maintenant la Cour suprême peut, même en référé, ça veut dire même en cas d'urgence, si le préfet par exemple de Dakar refusait donc d'autoriser une manifestation, que la Cour suprême puisse être saisie même le week-end. Sous 48 heures, la Cour suprême peut rendre sa décision. C'est le référé administratif. Mais ce référé-là, on ne l'a pas utilisé. J'invite véritablement les membres de l'opposition à l'utiliser, à continuer à mettre la pression aussi bien sur les autorités publiques que sur le pouvoir. Et maintenant, si ces voies de recours internes sont épuisées, utiliser
donc les autres voies de recours sur le plan international. Oui, et moi je pense que oui, c'est ce plan-là, par exemple, par rapport au recours en annulation, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. D'autres recours sont utilisés, par exemple, avec les instances internationales. Vous, comment partagez-vous justement ces initiatives? Êtes-vous partant ou comment? Oui, parce que moi je ne vois que il n'y a que cette voie-là qui reste. Ah oui. Si les instances judiciaires internes ne sont pas en mesure de remplir leur rôle de régulateur du corps social, le rôle de garant de notre démocratie, il faut s'ouvrir à d'autres voies juridiques et judiciaires. Parce que moi, je ne vois que cette voie-là pour résoudre donc ce problème-là. Et je crois que le Sénégal ne sera pas... Le Sénégal qui est toujours montré en exemple pour sa démocratie, s'il y a une multiplication de requêtes donc auprès des cours régionales ou sous-régionales, peut-être que les autorités finiront par se rendre compte qu'il est quand même beaucoup plus utile et approprié de régler le problème sur le plan interne. Oui, aujourd'hui, Ensemble est dans l'opposition. Mais justement, dans l'opposition, pour y rester, travailler avec qui? La présidentielle. Comment vous percevez-vous justement la présidentielle de 2019? Avec qui et comment? Vous savez, un homme politique, quand on entre en politique et quand on décide de fonder un parti ou un mouvement, moi je pense que l'objectif c'est la conquête du pouvoir. Maintenant, il est probable que cela se fasse dans un jeu d'alliance avec des personnes qui incarnent les mêmes valeurs que... Et comptez-vous déclarer votre candidature pour la prochaine présidentielle? Je ne peux pas actuellement me prononcer sur cette question. On a créé le mouvement il y a moins d'une semaine. Il va se muer en parti politique ou ça va rester un mouvement pour l'instant? Pour le moment, nous sommes un mouvement. Nous sommes un mouvement, nous discutons avec d'autres mouvements. Vous avez pris langue avec quel leader dans l'opposition ou les contacts ont commencé? Comment ça se passe? Avec qui êtes-vous en train de parler? Vous avez eu des appels par-ci, par-là? Comment ça se passe? Oui, on a discuté avec beaucoup de membres de l'opposition qui, nous pensons, sont dans la même ligne que nous. Comme qui, par exemple? Je ne peux pas révéler parce que ces discussions-là n'ont pas encore abouti. On a des discussions sur le plan interne. Il y a beaucoup de mouvements citoyens à Thiès. Moi, je suis en train de discuter avec beaucoup de ces mouvements-là et la plupart ont accepté d'intégrer notre mouvement. Et on mène notre petit bonhomme de chemin pour le moment. On est en train d'élargir les origines de ce mouvement-là dans le pays et même sur l'international. Vous recevez beaucoup d'adhérents? Nous en recevons beaucoup. À Thiès, qui est notre fief. Maintenant, le mouvement Ensemble compte parmi les forces. Les forces de cette région. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Toute idée, justement, de se rapprocher de Benno Bokk Yakaar, de l'APR, justement, est écartée ou c'est ouvert? Ce ne serait pas cohérent. Moi, je suis un homme très cohérent. Oui, c'est-à-dire... Ce ne serait pas cohérent, pour ne pas dire plus. Ce ne serait pas cohérent. Quand même que je dise ce que j'ai dit par rapport à la gestion actuelle. Et que je me retrouve avec ce régime-là, je crois que ce ne serait pas du tout cohérent. Et je suis un homme très cohérent. Oui, et la transhumance, ça vous dit quoi? La transhumance, c'est... Vous savez, dans ma lettre, j'ai parlé de valeurs morales que nous perdons de plus en plus. Et vous savez, c'est difficile de commencer. La seule difficulté que nous avions dès le début, c'est que les gens nous disaient chaque fois, certains nous disaient, oui, on a entendu ces genres de discours-là et c'était parfois un peu difficile de voir que quand on parle de politique, parfois la même perception que les autres ont, des gens qui viennent, qui tiennent des promesses qu'ils ne respectent pas, qui distribuent parfois l'argent du contribuable et tout. Donc c'est un peu difficile, mais on perçoit une nouvelle citoyenneté des personnes
qui comprennent maintenant les enjeux de l'heure et qui sont prêts véritablement à opérer les véritables changements. Et qu'est-ce qui caractérise Ensemble, le mouvement Ensemble? Qu'est-ce qui le caractérise? Ce qui le caractérise, c'est la jeunesse de ses membres. Bon, ils ne sont pas tous jeunes, mais c'est un mouvement jeune. C'est aussi un mouvement qui est ancré dans les valeurs cardinales donc, de ce pays-là, qui sont indispensables pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Moi, j'ai dit à tous mes partisans, l'objectif d'une instance politique, c'est la conquête du pouvoir. Mais nous, notre objectif premier, c'est de garder les valeurs. Si nous nous rendons compte que les valeurs nous donnent tel nombre de pourcents, on s'en félicite. Et que l'on sache que c'est ce qui est conforme à ce qu'on a promis aux Sénégalais. La prochaine échéance? Oui, vous savez, la prochaine échéance, c'est les élections présidentielles. Oui, nous attendons. Avec qui? Dans l'opposition? Dans l'opposition. Identifier avec qui y aller dans l'opposition? Non, nous n'avons pas fait un mouvement pour accompagner quelqu'un. Ah oui? A priori, non, du tout. Ça, je crois qu'il faut être clair. Nous n'avons pas fait un mouvement pour accompagner quelqu'un. Nous avons fait un mouvement par rapport à notre identité et je crois que si toutes les conditions se réunissent, nous aussi, nous pourrons aller aux élections présidentielles. Mais actuellement, comme j'ai dit, on a dit ensemble, il y a beaucoup d'adhésions, nous attendons. Nous n'excluons pas aussi a priori des alliances pour l'intérêt du pays, parce que l'intérêt du pays peut commander ce qu'il y ait des alliances, mais on n'a pas fait un mouvement pour rejoindre un parti ou une autre alliance. C'est clair, voilà ce qui est dit. Ça a été un plaisir, Ibrahima Hamidou.